En 1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des équipes qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Bienvenue dans l'épisode 01, le véritable premier épisode de cette nouvelle série. Si vous n'avez pas vu l'épisode 0, le préambule, je vous invite à aller le voir afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Direction Phoenix en Arizona pour le tout premier Grand Prix de la saison. Juste avant le début de saison, on ne savait pas si Senna serait présent sur la grille. Traité comme un criminel à l'issue du Grand Prix du Japon 89, où lui et son rival Alain Prost se sont accrochés. Après avoir été disqualifié, jugé et accablé, Senna n'est pas encore sorti d'affaire. Jean-Marie Balestre n'a pas lâché Ayrton Senna et lui a demandé de rédiger une lettre d'excuse pour retrouver sa super licence. Le police est évidemment très touché par cette affaire et envisage de ne pas revenir. Mais Senna a du soutien, à commencer par Ron Dennis, lui-même appuyé par Bernie Ecclestone. Sans oublier Nobuhiko Kawamoto, le nouveau directeur de Honda. Nous sommes en février et le 15 de ce mois-ci, c'est la date butoir pour les inscriptions. Sauf que l'affaire Senna traîne et Ron Dennis ne veut pas perdre son champion et du coup, il doit trouver une parade. Il pense alors inscrire dans la McLaren numéro 27 l'un de ses pilotes de réserve, Jonathan Palmer. Et au moment du week-end à Phoenix, Jonathan Palmer tombera malade et son remplaçant sera Ayrton Senna. C'est malin. Alors, la FISA, ils apprécient pas du tout parce que bon, c'est vraiment les prendre pour des cons. Mais c'est pas illégal. Du coup, ils peuvent rien dire. Maintenant, Jean-Marie Balestre a beau s'acharner auprès de Senna, il est conscient que ce champion est précieux pour la F1, mais JMB est une tête de mule, et vu qu'à la mi-février, rien n'a bougé, il publie la liste d'engagés avec dans la numéro 27, Jonathan Palmer. Ce qui surprend tout le monde, y compris Ron Dennis. Et là, Jean-Marie Balestre, il se pavane, tout fier de son coup. Il dit même 6 mois sans Senna et on n'en parlera plus. Dans le passé, Jim Clark s'est tué et la Formule 1 a continué sans lui. Et là, ça fait réagir Senna qui, depuis le Brésil, appelle Balestre pour lui présenter ses excuses. Les pensait-il vraiment? Bof. Ainsi, la liste d'engagés est modifiée et Ayrton Senna da Silva retrouve donc la McLaren numéro 27. Affaire conclue, mais Senna n'oubliera pas. Depuis plusieurs années, les États-Unis n'offrent que peu de circuits intéressants à la Formule 1. Détroit, nul. César Palace, à vomir. Dallas, burk. Phoenix, ça fait beaucoup là, non? De plus, l'intérêt des Américains envers la F1 ne cesse de baisser, trop prévisible, à la technologie trop pointue, avec des pilotes inaccessibles. Et ouais, pas de Drive to Survive pour mâcher le travail à l'époque. Mais d'après certains journalistes, ce phénomène de désintéressement ne se concentre pas que sur les États-Unis, car d'autres événements, y compris en Europe, y sont touchés. La FISA et la FOCA cherchent l'argent, et pas forcément la popularité. Bref, la F1 c'est trop cher, on voit que les problèmes d'il y a 30 ans n'ont pas forcément été résolus. Bref, Phoenix est un circuit de 3,7 km n'offrant que peu, voire pas de zones intéressantes pour les pilotes. Bosselé, poussiéreux avec des virages à angle droit qui se succèdent. L'an passé, si Senna avait réalisé la pole position le meilleur tour, Alain Prost s'était imposé. Mais l'avenir de ce circuit et même des États-Unis au calendrier est fortement menacé. Si les essais hivernaux ont montré que Ferrari était en forme et que Williams pouvait avoir le sourire et bon espoir de bien figurer, il se pourrait que la hiérarchie spéculée soit bouleversée avec un circuit si atypique. Des inquiétudes gagnent le paddock ainsi que les finances des écuries car le Parlement européen planche sur une nouvelle loi anti-tabac et anti-alcool. La Formule 1 et le sport mécanique en général reçoivent beaucoup de soutien financier de la part de ces cigarettiers. Marlboro ou Camel pour ne citer qu'eux, et au fil des années, Philip Morris est devenu l'une des entités les plus importantes de la F1.
Cela dit, cette loi ne serait pas nouvelle car déjà en vigueur au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais elle pourrait s'étendre et cela ferait du mal aux équipes et à la F1 plus généralement. En France, cette loi est entrée en vigueur le 1er novembre 1992 et elle s'appelle la loi E20. À Phoenix, Senna fait son retour dans les paddocks mais les tensions sont palpables. Il évite tout contact avec Balestre et Prost et lorsqu'il croise le français, ce dernier lui tend la main. Et Senna l'ignore complètement. Ainsi, les responsables de chez McLaren, à savoir Ron Dennis et Aleardo Buzzi, s'entretiennent avec des responsables de chez Ferrari, notamment Cesare Furio. Le but étant d'éviter des tensions inutiles. Mais Senna n'a pas des problèmes qu'avec Prost ou Balestre, mais aussi, voire surtout, avec l'autre pilote Ferrari, Nigel Mansell. Depuis les débuts de Senna, ces deux pilotes se détestent. Quand tu racontes ça avec un petit peu de distance, t'as l'impression que c'est rien d'autre qu'une cour de primaire. Bref, on y reviendra. Déjà, les premiers événements ont lieu avec la blessure d'Alex Caffi, pilote à Rose. Ce dernier est tombé à vélo et s'est fracturé l'épaule, et c'est donc l'Allemand Bernd Schneider qui le remplace. Du côté de chez Dallara, c'est Pirot qui est indisponible et Ferrari leur prête alors leur réserviste, le jeune Gianni Morbidelli. À GS, Lola, Coloni, Heureux-Brun, Osella et Life sont toutes conviées à la séance de préqualification le vendredi matin. Et les premières histoires se passent. Les Lola, l'Osella et l'Heureux-Brun de Moreno se préqualifient, mais derrière c'est délicat. Un problème de boîte de vitesse paralyse Gachot qui boucle son tour de 3,7 km en 5 minutes et 15 secondes. Pire, la Life au magique W12 de Brabham ne dépasse pas les 185 km/h. Cette équipe, composée de 6 personnes, plie bagage le vendredi matin. La grille est établie le vendredi après-midi car la pluie s'invite le samedi. Avec des températures plus basses, les Pirelli fonctionnent bien. Il y a plusieurs surprises dans cette grille de départ. Gerhard Berger réalise la pole position pour sa première course avec McLaren et deuxième, on retrouve la Minardi de Pierluigi Martini. Avec 67 millièmes d'écart, Minardi est passé tout proche de l'exploit. Derrière, De Cesaris devance Alesi quatrième. Un trio de champions du monde suit avec Senna, Piquet et Prost, et huitième on retrouve le Toulousain Olivier Grouillard avec sa Osella. La meilleure qualification de l'italienne. Cette grille est complètement décousue avec les Williams 9e et 12e, mais aussi avec Eric Bernard et Roberto Moreno 15e et 16e, préqualifiés le vendredi matin au même titre que Grouillard. Mansell est seulement 17e et Schneider devance Alboreto pour son intérim. Nannini s'est complètement raté avec seulement le 23e temps. Alio, qualifié 20e, ne prendra pas le départ et permet au 27e d'être repêché. Il s'agit d'Ivan Capelli. Les deux Leighton House ferment la marche. Morbidelli, les deux Onyx de Johansson et Leto ne sont pas qualifiés. Si Philippe Alliot s'est retrouvé disqualifié, c'est à cause d'un concours de circonstances assez fou. Ce dernier a tapé le mur et du coup les commissaires de piste viennent comme à chaque fois dégager la voiture. Et l'un d'entre eux a attaché sa sangle à la suspension de la Ligier. Le tout sous l'œil de l'aérodynamicien Nick Wirth qui travaille chez Ligier avec son bureau d'études Simtech Research. Bref, au vu de sa réaction, attacher la sangle à la suspension n'était pas du tout une bonne idée. Ouais, parce que Wirth se jette sur la piste armé d'un couteau pour couper la sangle et le commissaire de piste, se sentant agressé, plaque Wirth au sol. Tout le monde se retrouve donc convoqué à la direction de course et Alliot se retrouve disqualifié alors qu'il n'y est pour rien. Senna a repris les commandes lors du warm-up et un certain Jean Alesi s'est également montré. La météo est grise et fraîche pour cette première course de la saison. Après une année 89 très animée, tous les compteurs sont remis à zéro. Berger s'installe en pole position et Martini a un champ de vision dégagé. Donnelly a vu son moteur caler au lancement du tour de formation. Le départ de la saison 1990 est donné et Berger traverse aussitôt la piste pour bloquer Martini, tandis que De Cesaris se porte à la hauteur de son compatriote. Mais la surprise vient de Jean Alesi qui fait le coup du siècle en sautant Berger lors du premier freinage. L'Avignonnais est en tête. Derrière, les pilotes doivent se faire une place et Patrese s'accroche sur Olivier Grouillard et casse son aileron. Alesi mène devant Berger, De Cesaris, Senna, Martini, Piquet et Boutsen. Le pilote Tyrrell impressionne et boucle le premier tour de la saison en tête. Patrese s'arrête au stand réparer son aileron tout comme Alessandro Nannini qui a crevé sa roue arrière droite après un contact avec la Rose de Schneider. Les péripéties continuent du côté des Italiens avec Nicola Larini dont l'accélérateur lui fait défaut au 4e tour. Le pilote est furieux et l'aventure de Ligier aux États-Unis s'arrête prématurément. En
tête, Jean Alesi creuse l'écart sur Berger tandis que Senna s'est défait de De Cesaris. Les ennuis continuent avec cette fois-ci une casse de suspension pour Derek Warwick sur les nombreuses bosses de ce circuit urbain. À l'image de Ligier, l'entame de saison est difficile pour Lotus. Surprise au 9e tour avec Berger qui se retrouve dans les pneus. On pense alors que l'Autrichien va ajouter son nom à la liste d'abandon, mais sa McLaren a tenu, il repart bon dernier. Ainsi, Senna se retrouve deuxième à 8 secondes de Jean Alesi qui joue sa première victoire en F1. Derrière les deux hommes de tête, un train s'est formé. De Cesaris emmène Piquet, Boutsen et Prost. Le français est discret depuis le début du week-end, mais sa Ferrari se fait remarquer par un dégagement de fumée assez important. Mais pour le moment, ça tient. Peut-être un simple trop-plein. Quoi qu'il en soit, les 4 hommes reviennent sur Berger qui sort des stands et gêne le petit groupe. Boutsen est piégé et Prost en profite intelligemment. Au 17e tour, Piquet prend la 3e position à De Cesaris, puis au tour suivant, c'est Prost qui passe Andrea et enfin, Boutsen saute l'Italien 3 tours après. Mais les inquiétudes grandissent chez Ferrari avec le moteur qui crache toujours de la fumée. En fait, c'est l'huile de boîte de vitesse qui s'échappe. Le triple champion du monde rentre au stand au 21e tour pour abandonner. Difficile entame de saison. Le retrait de la Ferrari est rapidement imité par une autre voiture rouge, celle de De Cesaris, casse-moteur. Revenons à la tête de course car Ayrton Senna a fait la jonction sur Jean Alesi. Après Prost, le Polish doit rivaliser avec un autre Français. Nous sommes au 30e des 72 tours de cette course. Il sera difficile pour le pilote Tyrrell de résister, mais hors de question de déposer les armes sans combattre. 34e tour, Senna est plus proche que jamais de la Tyrrell et se jette à l'intérieur au premier virage. Naïf, Senna ne se défend pas et Alesi contre-attaque aussitôt. Une manœuvre pleine de panache et très intelligente de la part du jeune français. Les deux hommes remontent sur Foytek et Moreno et cela peut avoir son importance. Moreno est avalé mais il reste Foytek. Entame du 35e tour et la situation semble se répéter. Alesi doit se défaire de Foytek et Senna le suit avant de plonger au freinage. Alesi veut répéter sa manœuvre mais Ayrton n'est pas dupe et reste à gauche. Le Brésilien prend les commandes de la course. Senna prend rapidement quelques mètres d'avance et la victoire de Jean Alesi devra vraisemblablement attendre. Mais un premier podium en carrière serait déjà un bel accomplissement. Gros accident au 40e tour pour Gregor Foytek après une incompréhension avec Olivier Grouillard. Par chance, le Suisse est indemne. Et les problèmes continuent pour Ferrari qui perdent maintenant Nigel Mansell sur une impressionnante casse moteur à pleine vitesse. Heureusement, Nigel évite les murs. En tête, Senna contrôle la course tandis qu'Alesi résiste à ses douleurs au cou. 72e et dernier tour, le Poliste remporte le premier Grand Prix de la saison 90. Après une intersaison mouvementée, sa victoire va lui faire du bien. Deuxième, Jean Alesi décroche son tout premier podium en Formule 1 et Thierry Boutsen prend la 3e marche. Piquet prend la 4e position, synonyme de 3 points et donc 3 fois 50 000 $. La méthode Briatore semble déjà fonctionner. Modena est 5e et prend 2 points pour Brabham qui a failli disparaître tandis que Nakajima prend le point de la 6e place. Très beau jour pour Tyrrell. I'm looking forward now to my race in Brazil. I think it's going to be an exciting one because it's a proper racing circuit where the cars will go very high speeds. And there will be lots of Brazilians there for me, and I think that will be an extra motivation which I need at the moment, because after the past 2-3 months I lost a lot of motivation, and I'm very happy to having won this race to boost up the motivation and go now to Brazil again, go even higher on the motivation, because without that it's not possible to go racing. Jean, it was a fantastic drive. I'm sure before you came here, if anybody told you would have led half the US Grand Prix and finished a fighting second, you wouldn't have believed it. Yes, sure, because we changed tires just before to come here. We have now Pirelli tires, but we never tried before, and it was a big interrogation before. So now I think we have a very competitive car. With these tires, we have to work a lot, I think, but we have a good compound for the race and a good compound also for the qualifying. I hope these tires will be exactly not the same, but very competitive for all the Grand Prix, but I think it will be a little bit difficult.
Senna ne manque pas d'asperger Jean-Marie Balestre sur le podium. Après avoir été traité de criminel, le Brésilien a montré sa force de caractère. Les McLaren semblent bien nés et avec la pole position de Berger, certains y voient déjà un duel interne à McLaren pour le titre. Mais Gerhard s'en veut et admet lui-même avoir crié victoire trop tôt après la qualification. Auteur d'un superbe envol et montrant sa combativité face à l'un des meilleurs pilotes de la grille, Jean Alesi s'est révélé. Senna se montre admiratif du français et le compare même à un certain Gilles Villeneuve. Jean est lui très ému de s'être battu contre son idole et de recevoir ses louanges. Mais Jean est déçu d'une chose. Après le podium, il a demandé à Ken Tyrrell, son employeur, s'il pouvait reprendre le trophée avec lui. Et Ken a dit non, gardez ça en tête. Parmi les leçons qu'on peut tirer de cette première course, c'était l'aisance des voitures équipées de pneus Pirelli, pourtant unanimement décrits comme inférieurs aux Goodyear. Ça s'est vu en qualification et en course avec notamment Tyrrell. Ces pneus fonctionnent bien à basse température et également sur les bosses. Ce circuit est atypique et chez Ferrari on en est conscient. Les rouges sont certes déçus de leur double abandon alors que des points étaient possibles, mais on ne tire pas encore la sonnette d'alarme. Phoenix n'est pas un circuit conventionnel et on se veut confiant pour la suite. Le prochain Grand Prix est au Brésil et après Suzuka 89, on peut s'attendre à un accueil plutôt houleux de la part des supporters brésiliens envers Alain Prost. Mais le monde de la Formule 1 se réjouit à l'idée de retrouver le circuit d'Interlagos complètement transformé. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 01 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite à les soutenir, à les donner de l'amour à Ed l'Omega qui a fait la musique du générique, ainsi que quelques autres musiques pour la série. Vous commencez à connaître à force. Quant à moi, vous trouverez quelques liens en description, mais je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube, pour l'épisode 02 de 1990, Le Bras de Fer.